Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, la chaîne Histobec. Je sais pas pour vous si vous aimez les histoires d'enlèvement, d'assassinat ou paranormal, mais moi c'est une de mes passions, donc j'ai décidé de créer une chaîne pour répertorier chacun des cas les plus croustillants pour vous et de vous les raconter en vidéo. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de me lancer totalement et de vous expliquer un des sujets les plus médiatisés qu'il y a eu en Allemagne, le chasseur ou l'éventreur d'Allemagne. Il a sévi pendant 21 longues années, a laissé 13 victimes dans son sillage. Je voulais m'excuser tout de suite pour ma prononciation. Ce cas en particulier est en Allemagne, donc chacune des victimes ont des noms allemands, et je parle pas du tout allemand. Donc on va aller à la suite. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de donner des commentaires pour mes prochaines vidéos. Maintenant, préparez-vous pour l'analyse d'Histobec. Donc on commence tout de suite. On est le 3 juillet 1976, puis tôt le matin, la police s'est fait signaler la disparition d'une petite fille de 4 ans, du nom de Marion Keeter. La police s'est mis aussitôt à sa recherche, puis ils ont envoyé toutes les brigades possibles patrouiller à travers les rues et même aller cogner chez les gens. Pendant le même moment de l'enquête, dans un immeuble du quartier qui appartenait à un certain Joachim George Kroll, gardez ce nom-là en tête, il est assez important, tous les locataires des logements partageaient tous la même toilette commune au rez-de-chaussée. Donc au courant de la journée, un des voisins sort pour aller à la salle de bain, le voisin qu'on va appeler Paul, pour le bien de l'histoire. Donc Paul sort de chez lui, descend les marches pour aller à la salle de bain. Arrivé face à la porte, il tombe nez à nez avec son propriétaire, Monsieur Kroll, qui dit de pas rentrer parce qu'il y a un bris de tuyauterie et que toute la tuyauterie est bouchée, donc l'eau remonte. Paul, qui est un voisin quand même gentil, fait juste lui demander c'est quoi le problème, c'est quoi le bris, est-ce que ça va être réparé dans les prochains jours, parce que, comme je vous ai expliqué plus tôt, il y a une toilette pour toutes les gens de l'immeuble. Et son propriétaire, lui, dit très délicatement ah, à cause d'entrailles. Donc vous l'aurez compris, c'est déjà assez freak comme histoire là. Paul, qui pensait que son propriétaire faisait des mauvaises blagues, mais des blagues tout de même, décide de jeter un coup d'œil en dessous de la porte et aussitôt qu'il regarde, voit toute l'horreur de la scène. Vous l'aurez compris, aujourd'hui notre enquête va se dérouler en l'entour de Joachim George Kroll. Donc maintenant suivez-moi, on va faire un petit bond dans le passé pour voir d'où tout cela commence. Il est né le 17 avril 1933, huitième d'une famille de 9 enfants, quand même assez pauvre, et fils d'un minier originaire lui-même de Pologne. Quand même assez jeune, Joachim souffre tout de suite d'énurésie nocturne qu'on appelle par chez nous faire pipi au lit. Dites-moi si ça vous arrive encore. Ce problème va durer énormément longtemps et va même détruire son estime de lui. C'est un enfant quand même assez fragile dont l'instruction est assez faible, il est allé à l'école seulement pendant 5 ans et le reste de son éducation s'est passé à la ferme par ses parents. Les psychiatres qui ont tenté de l'aider se sont rendus compte qu'il avait un QI de seulement 76. Si vous comprenez pas, la norme tourne dans les alentours de 90, 100 à 110. Moi, je devrais être limite 90. Limite. Très tôt, et comme la plupart des tueurs en série, Jokel s'attaque à de petits mammifères du genre chat, chien ou même rat. Vers 1947, la famille Kroll court vers l'accident et malheureusement, le père de la famille se fait attraper par les Russes durant la Seconde Guerre mondiale et meurt en cellule. Goulag. Quand Kroll devient un jeune adulte, il essaye à sa façon de se trouver une compagne, mais malheureusement, ça fonctionne pas et la seule relation qu'on connaît s'est terminée très rapidement. À 22 ans, Kroll vit à Bottrum avec sa mère et le 21 janvier 1955, elle décède. À peine 3 semaines après le décès, il va virer sur le top et assassiner pour la première fois. Et c'est là que sa descente aux enfers commence. Vous aurez pu le voir avec la première victime, le nom va être assez difficile à prononcer, donc on va l'appeler Madame Strel. Le 8 février 1955, Kroll prend un train pour la ville de Hamm et à mi-chemin descend pour continuer à pied ou en bus, on n'a pas plus d'informations. Sur son chemin, Kroll aperçoit une femme, les cheveux blonds, bien habillée, qui est Madame Strel. Arrivé à côté de Madame Strel, il lui propose d'aller prendre une marche à travers les bois et elle, qui est quand même assez naïve, accepte. Sans poser de questions. Elle ne se doute pas du tout de ce qui va y arriver. Quand ils sont rendus à environ 120 mètres de la route, Kroll l'attrape par le bras et essaie de l'embrasser. La jeune fille qui comprend aussitôt qu'est-ce qui se passe décide de résister, de le pousser et de faire tout en son pouvoir pour se dégager de ses bras. Mais elle n'a pas le temps parce que Kroll sort un couteau et la poignarde 4 fois dans le cou. Et la voyant tomber à terre, sa bulle de folie explose encore plus et décide de l'étrangler et de la violer.
Madame Strel va être retrouvée 5 jours plus tard dans une grange non loin de la route, et la police a soupçonné tout de suite une bande de jeunes pervers, mais faute de preuves, ils sont obligés de toutes les laisser partir. Pour ce deuxième cas, on va faire un bond de 4 ans. Nous sommes le 16 juin 1959. Tôt dans la matinée, Kroll décide de faire une promenade et croise une femme sur son chemin. La seule différence, c'est que cette femme, du nom de Clara Freda Tesmer, a pas du tout l'intention de rester pour lui parler. Arrivé à côté d'elle, Kroll essaye d'entamer la discussion, mais comprend assez vite que c'est peine perdue parce qu'elle tourne les talons puis elle décide tout simplement de quitter. Kroll, lui, qui accepte pas du tout ça, non, l'attrape par le bras et décide de la frapper en arrière de la tête assez fort pour la déstabiliser et qu'elle déboule sur le bord de la route. Pendant la chute, Kroll essaye de la déshabiller, mais Clara, qui est encore lucide, se débat de peine et de misère, donne des coups de genoux, donne des coups de coude, et quand Kroll voit qu'il n'y a pas du tout le dessus, décide simplement de l'étrangler. Numéro 3. On est le 26 juillet 1959 et la jeune Manuela Knott quitte l'école à pied pour se rendre chez elle en passant par le petit bois de la forêt Essen. On croit que Kroll l'aurait poursuivi dans le bois et l'aurait attaqué rendu là. Il l'a étranglé, violé et mutilé. Certaines pièces du corps n'ont jamais été retrouvées par les enquêteurs et on peut soupçonner un peu de cannibalisme dans l'histoire. Le 13 février 1960, Horst Otto, de 24 ans, rentre dans un poste de police et dit que c'est lui qui a tué la jeune Emanuela. Je peux-tu vous dire que la police l'a attrapé quand même assez rapidement puis ils l'ont mis en cellule. Après quelques temps en prison, Otto décide de dire que finalement c'est pas lui qui a tué la jeune Manuela, mais quand même la police décide de le laisser en prison. En mars 1961, il est condamné à 8 ans de prison et à peine un an plus tard, on lui descend de 2 ans, donc 6 ans de prison. Il va rester en prison pendant 5 ans et en avril 65, on le libère pour bonne conduite. Vers 1960, Kroll déménage dans la ville de Duisburg pour trouver du travail comme préposé aux toilettes et c'est là que la plupart de ses autres meurtres vont avoir lieu. Numéro 4, nous sommes le 3 septembre 1962 et la jeune Barbara, de 12 ans, décide de quitter pour aller rejoindre ses amis à l'aire de jeu Lützenkirchen. Pour se rendre là-bas, elle décide de prendre un chemin à travers les bois, mais vous avez déjà tout compris, elle va rentrer dans le bois et va jamais en ressortir. Le corps de Barbara va jamais être retrouvé et malheureusement, malgré les aveux de Kroll, il va pas être accusé de ce meurtre-là durant son procès. Pour cette 5e victime, on est à Pâques le 23 avril 1962. Petra, 13 ans, se promène avec ses amis dans la foire de Duisburg. Jusque-là, tout est parfait, mais la seule chose qu'elle sait pas, c'est que Kroll est à l'extérieur de la foire et l'a déjà remarqué. Aussitôt qu'elle voit se séparer de sa gang d'amis, Kroll fonce vers elle. Arrivé à côté, commence à lui parler, commence à être gentil. Après environ 5-6 minutes de mise en confiance, Kroll décide finalement de l'attraper par le bras et de la tirer jusqu'à son véhicule. La petite fille se met à crier, mais absolument personne l'entend parce que dans une foire, tout le monde crie, tous les enfants crient, il y a des manèges, il y a des jeux, fait que personne vraiment porte attention à un nouveau cri. Après un bon bout de chemin, la jeune fille commence à être stressée, vous vous en doutez, quand tu te fais embarquer par un inconnu puis que tu commences à faire de la route quand même assez loin dans les bois, c'est chaud. Arrivé sur le bord du bois, il s'arrête, sort du véhicule, s'en va du bord de la jeune Petra, la sort avec lui et décide de marcher tout simplement à travers les bois le plus loin possible. Rendu assez loin, Kroll pète une autre bulle, la prend, la pitch par terre et finalement l'étrangle encore une fois et coupe des morceaux de la jeune fille pour les garder plus tard. La police soupçonne un délinquant sexuel du nom de Vincent Cohen et par la suite il est condamné à 12 ans d'emprisonnement et à des soins psychiatriques. Après seulement 6 ans, Vincent Cohen est libéré. Pour cette 6e et dernière victime de la partie 1, je vais vous parler de la jeune Monica Tafel de 13 ans. On est le 4 juin 1962 et la jeune Monica quitte son domicile pour aller à l'école en prenant exactement le même chemin qu'à l'habitude. Sur son chemin, elle rencontre un homme qui la met rapidement à l'aise, Kroll. Puis Kroll va décider de l'amener avec lui dans les bois et aussitôt qu'il va dépasser le champ, il va l'agripper, la pitcher par terre, l'étrangler et elle aussi la violer. Pour ce cas, la police arrête un délinquant sexuel du nom de Walter Quicker et faute de preuves, sont obligés de le laisser partir. Mais avec tout ce qui se passe après l'arrestation, l'homme va se suicider le 5 octobre 1962 dans une forêt près de la ville. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et faites-vous en pas, je vais revenir très rapidement avec la partie 2 pour vous expliquer plus d'informations sur toute la fin de cette histoire-là. Je voulais m'expliquer tout de suite, pour mes prochaines vidéos, ça se peut que je parle un peu moins français et plus québécois, donc ça se peut qu'il y ait plus de sacre
et plus de joual que certains comprendront pas. Mais inquiétez-vous pas, si vous avez de la misère avec la façon que je parle, vous avez juste à m'écrire dans mes commentaires. Puis si je suis capable, je vais vous répondre le plus rapidement possible. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine.